raconter ma famille, je tenterai d'aller à l'essentiel. Je la résumerai ainsi. Un nombre pair se comptant sur les doigts d'une main. Un carré parfait dans un cercle fermé. Une histoire de femme, symbolisée par ma mère et ses 3 sœurs, les fondations de ma lignée. Dès ma tendre enfance, ce parfait quatuor me berça de poésie, m'emporta dans des lieux réels ou imaginaires, où le passé me fascinait bien plus violemment que le bonbon cassé de mon père. Elle seule détenait le vrai savoir et savait captiver mon attention pour ces temps anciens. Elle me les relatait avec tant de magnificence, y versant tant de passion que je m'y plongeais avec délectation. Pour décrire leurs terres nourricières, elles utilisaient un même langage gorgé d'amour, de fantaisie, parfois de nostalgie. Une île, leur île, la Sicile, chaude comme un fruit mûr, embaumant l'air d'un parfum sucré. Elle me l'offrait en palabres juteuses comme des oranges, âpres comme une peau de grenade, parfois piquantes comme des figues de Barbarie. Leur enfance, elles la passèrent dans un petit village de campagne à la terre aride. On y croisait des mules chargées de sacs d'amandes, traversant des ruelles poussiéreuses aux odeurs de soufre que le sirocco charriait des mines alentours. Oui, elles me baignèrent dans ce décor de couleurs dont les ocres, les terres de sienne brûlées lèchent encore mes toiles et mes pinceaux. Elles m'ont tatoué le cœur et je ne parviens toujours pas à dissocier mon présent de ce lointain passé, à me détacher de cette empreinte qui marque profondément mon corps. Je n'y peux rien. J'ai été conçue ainsi, façonnée dans le moule de mes ancêtres, sculptée dans cette terre tenace, figée comme une statue de marbre, pourtant bien vivante, afin de me souvenir que je n'existe que par elle. Leur arme est secrète et m'oblige à transcrire un parcours qui m'amène à ce que j'ai vécu, ce que je vis, ce que je suis devenue. Nous vivions ensemble au quotidien toute l'année. Nous ne connaissions pas les retrouvailles. Il ne se passait pas un seul jour sans nouvelles de la communauté familiale. Elles se communiquaient soit par l'intermédiaire de nos pères qui travaillaient ensemble, soit par les allées et venues dans nos appartements contigus, puis plus tard par le téléphone. Une sorte de consentement mutuel non établi, indispensable, régi par nos propres lois, nous obligeait à rester en contact permanent. Évoluer seul paraissait inconcevable. Notre unité était fraternelle, donc plurielle, multiple de 2, 3, 4, etc. L'intimité n'était pas de mise. En été, tous dans le même train, oncles, tantes, femmes et enfants, nous rentrions au pays. J'adorais ces départs. L'excitation qui m'avait tenaillé l'estomac tout au long des préparatifs arrivait à son paroxysme sur le quai de la gare. Nous débarquions par dizaines, par vingtaines sur l'esplanade du bonheur, patientant des heures interminables avant le coup de sifflet libérateur. La machine, imposante, celle qui allait nous transporter durant ce périple, se laissait faire en attendant le démarrage. Tout contenant pouvant être dirigé par notre cabine s'engouffrait par les ouvertures du wagon. Fenêtres, vasistas, portes dévoraient un nombre considérable de sacs, valises, malles et cartons bien ficelés. Nous retrouvions nos grands-parents à Javanous. Mon grand-père, cet être de lumière, était brun comme moi, même si je ne me le rappelle qu'avec sa chevelure d'argent. Nous avions les mêmes yeux sombres, bridés. Sa peau dorée, bien que burinée par le temps, conservait cette texture de parchemin. Et dans les sillons de ses rides, je m'imprégnais de sa force. Je serrais fort ma main dans la sienne, encore plus fort, toujours plus fort, pomme contre pomme. Je sentais sa douceur m'irradier. Quant à ma grand-mère, je la revois dans son dernier appartement où la solitude s'était insinuée après le décès de mon grand-père. Dès l'entrée, des senteurs familières me fouettaient le visage. Des effluves de cire d'abeille mêlés à ceux d'eau de Cologne m'aspergeaient de bienvenue. Lorsque je lui rendais visite, elle aimait à me préparer un café. Elle choisissait parmi ses nombreuses cafetières le plus petit modèle à taille de guêpe. La mélodie du café se faufilait et embaumait la cuisine. Dans sa chambre, il y régnait une sérénité, une douceur bienveillante. Nous dormions ensemble car la nuit l'effrayait.
Je me collais contre ses seins imposants et moelleux comme des oreillers. Je sentais son souffle sur mes joues. Je percevais l'écho de sa voix, me susurrant des berceuses au rythme des battements de son cœur. Batte le manina che viene papà, nina nana, dormi tesoro mio. J'ai redessiné 1000 fois son portrait à travers les méandres de ma mémoire. Cette nature calme et tranquille, aux gestes lents, au silence évocateur, laissait parfois supposer une certaine mélancolie. Elle me préserva toujours de ses chagrins. Elle avait, pour aborder et accueillir toute chose, une gaieté qui lui permettait de ne voir que le bien et la joie partout. Elle laissait dans l'ombre la douleur et le mal pour ne leur dédier de temps en temps qu'un bref soupir. Si discrète, ma grand-mère, surtout lorsqu'il s'agissait de m'écouter, ponctuant ses phrases d'allocution familière, des ba, des ma et autres Marie et mamma mia. Elle prônait aussi l'ordre et la propreté. Figlia mia, c'est important si tu veux te marier. Oh, nonna mia, les années ont passé et parfois je t'oublie. Il m'aura fallu te raconter pour me faire pardonner. Et même si je n'ai imprimé que quelques lambeaux de nous, il me reste cette trace de toi, indélébile, des miettes de vie, pour laisser l'imagination se poursuivre. Et puis mon chemin, ma réalité. J'eus des enfants, 2 filles qui comblaient à merveille mes vides. Elles symbolisaient mes temps heureux, la seule certitude de ma vie, la raison et le sens même de mon existence. En silence, je le leur murmurais. Nourrie de maternité exubérante, je reproduisais instinctivement les gestes imprimés en moi. Je me refusais à couper le cordon. Ce lien, entretenu de génération en génération, gérait mes dépendances. Je lisais le Prophète de Khalil Gibran et prétendais sans scrupule être adepte de cette philosophie. Or, comment pouvais-je concevoir, selon les croyances de mes aïeux, que nos enfants ne sont pas nos enfants? Mes vérités, je les avais héritées des saints de ma mère, dont la principale star, saint Antoine de Padoue, portait pour l'éternité l'enfant Jésus dans ses bras. S'ensuivait en seconde position sainte Rita, la patronne des causes désespérées comme la mienne. Pour terminer ce tiercé gagnant, Padre Pio, dont le portrait s'affichait dans les moindres recoins de nos intérieurs. Voilà tout le chantier où se déroulait dans les fibres de ma cervelle un véritable champ de bataille. Dans le silence bien trop sonore de ce monologue intérieur, je ne parvenais à penser mes blessures anodines qu'en pensant mes fêlures. Afin de mieux les décrire, il ne me restait plus qu'à écrire, écrire, et puis encore écrire. Il me fallait, pour soulager ma douleur, la retranscrire, déposer des mots sur les non-dits, les interdits, pour pouvoir les apprivoiser et déchaîner ce qui germait en moi tel un mal empoisonneur. Enfin, pour terminer ce récit, il est essentiel de vous rappeler que je suis une personne tout à fait ordinaire, mais issue d'une famille très particulière, fille d'immigrés siciliens, née en France dans les années 60, mariée à l'église, divorcée, mère possessive, grand-mère complice, avec des joies, des peines, des amours et des chagrins semblables à ceux des gens normaux, tout en ayant connu le paradis sur terre. Et cela ne se vit qu'une seule fois.